La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Regard croisé, réussir vos projets de RDI en agro-agri, en partenariat avec l'Institut Carnot Agri-Food Transition. Ce webinaire est le fruit d'une réflexion commune entre nos deux sociétés et a été construit sur la base de nos retours d'expérience respectifs. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Nous allons passer 1 heure ensemble. Puis, à la fin de la présentation, nous répondrons à toutes vos questions pendant environ 15 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez via le module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos 3 intervenants du jour. Elisabeth Pailleux. Bonjour Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Elisabeth Pailleux, responsable veille et communication au sein de l'Institut Carnot Agri-Food Transition. Merci Elisabeth. Et maintenant, je vous présente Marc Danjon. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Marc Danjon, directeur de l'Institut Carnot Agri-Food Transition. Et pour terminer, Sylvain Poisson. Bonjour Sylvain. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Donc Sylvain Poisson, je dirige le département stratégie et management de l'innovation. Je souhaitais excuser ma collègue Gwenaëlle Gilbert qui est souffrante, qui ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui, mais que je vais remplacer au pied levé. Donc vous m'excuserez pour certaines imprécisions qui sont son domaine d'expertise. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs par la suite. On lui souhaite un excellent rétablissement. Passons maintenant à l'agenda de notre webinaire. Alors, projet de RDI, une réussite multicomposante. Nos experts vous présentent dans un premier temps le format du projet avec les différentes possibilités qu'il s'offre à vous et les enjeux. Puis, ils aborderont la notion de risque projet avec la façon de les définir et de les prévenir. Pour terminer, et ensuite, ils parleront des valeurs générées, bien évidemment. Et pour terminer, ils vous feront une synthèse et quelques recommandations. Je laisse maintenant la parole à Sylvain pour démarrer cette présentation. Sylvain, c'est à toi. Merci Delphine. Alors, juste le cadre de réflexion qui nous a servi à construire le déroulé du webinaire. Alors, c'est une proposition, hein, c'est pas du tout une question de donner des leçons ou que sais-je. On a essayé de réfléchir du coup aux objectifs et aux facteurs clés de succès des projets de recherche, développement et innovation. Et il nous semblait intéressant de sanctuariser ça dans 3 parties. Premièrement, les projets, quels sont leurs formats, quels sont leurs enjeux, quels sont plutôt les éléments stratégiques en termes d'acteurs, de ressources. Et puis après, en deuxième partie, du coup, quels sont les risques qui pourraient venir obérer la capacité des projets à réussir. Et du coup, comment dérisquer et quelques outils qui nous permettent de dérisquer et qu'on utilise chez nos clients ou dans nos travaux. Et enfin, pouvoir s'intéresser à la valeur qui va être générée aussi bien par le projet que par ses à côté, et pas qu'en termes financiers, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de valeurs d'intégration dans les filières, de valeurs d'écologie, de valeurs de développement, de valeurs sociétales et de valeurs d'usage qui sont demandées. Voilà, donc je laisse à Marc la suite pour commencer sur le cadrage. Donc, nous allons commencer par discuter sur le format du projet, quelques possibilités en jeu autour de 2 points en fait. Hein. C'est la stratégie et les TRL, donc les notions de TRL qui sont importantes, et puis ensuite les acteurs et les ressources dans le cadre du projet, et nous terminerons par un exemple concernant la société Panzani. Donc le premier point, c'est la notion de TRL qui est importante. Traditionnellement, l'OCDE en fait distingue la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Depuis une quinzaine d'années, on entend parler de TRL. Les TRL sont entrés dans les projets européens, donc c'est quelque chose qu'on vient de connaître. C'est une échelle finalement qui va de 1 à 9, 1 étant la recherche fondamentale et 9 étant le développement sur le marché du produit. Et nous, on a tendance à les conceptualiser, à les diviser en 3 catégories. Les concepts qui couvrent les TRL 1 à 4, où là, il s'agit finalement de valider des concepts au niveau microscopique, au niveau du laboratoire, avant d'avoir des idées d'application dans les produits.
Donc, concept TRL 1 à 4, les projets, où là, on est parti sur une réalisation avec les TRL 5, 6, 7, et puis les produits, les TRL 8 et 9. Donc, on va dire que lorsqu'on vise des TRL 8 et 9, on est plutôt vers de l'innovation. Lorsqu'on est plutôt sur des TRL en dessous de 5 et de 6, on est vraiment sur de la R&D. Donc, il y a deux approches dans les projets de R&D, c'est ce qu'on constate. Il y a soit de l'approche qui vient plutôt des attentes des clients et plutôt ce qu'on appelle l'approche market pool, finalement tirée par le marché. On part des besoins et des attentes des clients. Et puis, il y a une autre approche qui est l'approche techno-push, où là, finalement, de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous, et on essaye de voir comment elles peuvent s'appliquer dans des produits existants ou dans des nouveaux produits. Et un bon projet de RDI, c'est finalement un peu le croisement de tout ça, d'une approche techno-push, d'une approche market pool. Et ce qui est important, c'est la portée du projet, bien définir la portée du projet. Il y a un TRL de début, un TRL de fin, et ça permet de bien borner les livrables, les attentes, et également, derrière, on va voir les interlocuteurs. Donc, une fois qu'on a compris les TRL, ensuite, quels sont les acteurs qui vont contribuer ou être impactés par le projet? Il va déjà y avoir les acteurs de la filière, dont l'équipe RDI interne, bien évidemment. Et ces acteurs de la filière, donc on retrouve toute la chaîne agri-agro, en n'oubliant pas les cases 7 et 8, les consommateurs et la gestion des déchets, puisqu'on est aujourd'hui, je dirais, sur une… alors à la fois, d'une part, l'économie circulaire, et puis d'autre part, des enjeux très très forts de réduction des déchets alimentaires et emballages sur cette filière agri-agro. Donc, garder ce cadre-là en tête permet d'identifier finalement les acteurs qui vont être impactés. Et puis, vous verrez après, je dirais, d'évaluer si l'impact pour ces acteurs sera positif, négatif ou neutre sur le projet considéré. Et ça, c'est quand même important, de façon à avoir les bonnes collaborations et la bonne communication vers l'ensemble de ces acteurs lorsqu'il y en a plusieurs qui sont impactés sur la filière. Ensuite, deuxième type d'acteurs qu'il peut y avoir, ce sont, on va dire, les acteurs ressources qui vont aider l'entreprise à faire sa R&D. Donc, c'est les acteurs de la R&D externe. Donc, nous, on va parler en priorité du réseau Carnot, qui est le premier, on va dire, qui est la première force de recherche publique à destination des entreprises. Le réseau Carnot, aujourd'hui, pèse la moitié, en fait, réalise la moitié des contrats que les entreprises confient à la recherche publique. Dans notre Carnot spécifiquement, je dirais un juste équilibre entre les unités de recherche publique et puis les centres techniques. Les unités de recherche publique étant quand même beaucoup plus, on va dire, sur les concepts et sur le début des projets, sur les preuves de concept et puis les parties laboratoires, et les centres techniques étant plus finalement orientés vers les entreprises à partir je dirais, d'étapes de laboratoire, de concepts validés jusqu'à l'accompagnement au développement industriel. Et puis, le troisième type d'acteur, pour naviguer dans un écosystème quand même hyper complexe en termes de structure, de dispositifs, de législation, de réglementation, il peut souvent être utile, notamment pour les petites structures, les PME, PMI, de recourir à des guides, à des experts qui peuvent vous conseiller, vous aider à mieux piloter, à mieux naviguer dans le système. Et c'est vrai que une société comme Emigne peut largement joue largement ce rôle-là dans ces projets. Je te repasse la parole, Sylvain, peut-être pour parler de Tanzanie. Yes. Ouais. Merci beaucoup. On avait besoin d'illustrer les propos de Marc avec un exemple qui soit à la fois sans conflit d'intérêt pour nous et puis à la fois avec suffisamment de données publiques et en même temps pouvoir être compréhensible par tout le monde, quel que soit son secteur. Donc on a choisi de parler de nouilles. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'on ne fait pas la même chose suivant le terme et suivant l'orientation du projet, comme le présentait Marc. Quand on a besoin de générer de la technologie, on peut faire comme Tanzanie et du coup avoir des contributions externes qui viennent se segmenter dans, par exemple, un GIE
ou des partenariats académiques afin de créer de la science, qu'on crée de la technologie, des actifs de technologie qu'on va essayer de pousser sur le marché. Et pour créer justement ces nouveaux produits, nouvelles innovations, des pâtes qui cuisent très vite, eh ben, le marketing va jouer son rôle et va apporter des besoins, des tendances, des usages qu'il voudrait voir couverts par un nouveau produit et en utilisant ces ressources. Et puis, ben, parfois, on a besoin aussi de voir plus loin et de se dire, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas une collaboration qui pourrait être initiée entre ben, tout ce qui va être asset technologique et puis en même temps tout ce qui est usage, tendance future ou émergente, et puis ben, arriver au bon moment avec le bon produit, comme c'est le cas dans des pailles en pâte qui viennent remplacer les pailles plastiques interdites. Alors, ces éléments nous permettent de poser un peu quelques recommandations, si vous me le permettez. La première chose, c'est pour bien choisir quelle typologie de projet on va avoir, s'il s'agit d'adapter en fonction de la demande BRL ou du business BRL, on peut mettre quelque chose, ce qu'il va y avoir en face en termes technologiques. On peut avoir une notion de règle d'or. Chez moi, je prends des risques à partir du moment où l'échelle BRL, qui ressemble à l'échelle TRL, est à un certain stade, et l'échelle TRL est à un autre stade. Il faut aussi, et on le redira souvent, parce que c'est vraiment un point qui est très très fort et qu'on voit beaucoup chez nos clients comme étant un peu oublié, c'est qu'il faut que le projet soit dirigé par la bonne personne, piloté par la bonne personne. Est-ce que la R&D doit piloter le projet? Est-ce que le marketing doit piloter le projet? Voire même, est-ce que la finance ou le contrôle de gestion doivent piloter le projet? On vous donnera après les règles pour justement choisir qui est le pilote naturel du projet. Et puis, bah, en termes de dimensionnement et en termes de temps, on va le voir dans le slide suivant, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles quand il s'agit de sortir un produit qui est adapté d'un segment à un autre, quand il s'agit de développer, dans le cadre de Panzani, une filière blé dur qui soit adaptée au changement climatique. On utilise, et c'est encore une fois, c'est un cadre, hein, c'est pas une vérité absolue, c'est un cadre de réflexion qui est issu de la chaîne de valeur de Michael Porter et qu'on décline pour l'innovation et la recherche et l'innovation. Il s'agit, dans la partie basse de la chaîne de valeur, de pouvoir poser des actifs, assets, technologies clés, core technologies, qui sont maîtrisés par l'entreprise ou par ses partenaires. Par exemple, le JIE blé dur est un des assets que notre cas d'usage Panzani maîtrise. Il peut maîtriser d'autres choses, il peut maîtriser aussi l'acquisition client. Voilà, ce sont les assets sur lesquels il peut utiliser. Ces assets-là peuvent s'orchestrer pour pousser une technologie vers un marché, tout simplement, comme on le conçoit le plus simplement. Mais ces assets-là sont aussi utilisés pour répondre aux besoins du marché grâce au marketing, grâce aux commerciaux, grâce à la prospective que l'entreprise peut mettre en place. Et puis ben aussi, ils peuvent s'intégrer naturellement par des actions plutôt intrapreneuriaux ou plutôt ce qu'on appelle aussi un peu open innovation, où je regarde ce qui se passe sur le marché, je regarde ce que je fais dans ma technologie, et puis j'essaie de construire une réponse sans que ce soit une des deux parties qui pilote. Du coup, les recommandations qu'on fait autour de ça, bah, c'est la mutualisation et le partage. Il faut que le marketing sache ce qui se passe en termes de technologie et vice-versa. Et il faut avoir ces capacités de combiner les assets, pouvoir avoir des organisations qui puissent prendre en compte des projets et faire en sorte qu'il y ait l'intégration d'assets vers le marché ou que le marché propose l'intégration d'assets. Et du coup, ça veut dire que tout doit être bien explicité et que on doit pouvoir avoir un aspect, une introspection qui soit intelligente de façon à ce qu'on sache quels sont nos assets forts et quels sont les endroits où on a des trous pour pouvoir aller chercher à l'extérieur ou construire de nouveaux assets. Du coup, je laisse la parole à Marc pour présenter la partie. Après avoir effectivement parlé du format, en notant bien deux notions importantes, l'approche, on va dire, par l'aval, market pool, ou l'approche par l'amont, techno-push, on va parler des risques. Et pour, je dirais, maîtriser les risques et les réduire, il y a un certain nombre de points qui sont fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est bien de séparer les besoins et les techniques pour y répondre. Le deuxième point, ça va être de dérisquer les besoins et de dérisquer les technos. Ensuite, tout ça va s'inscrire dans un univers de contraintes
qu'il va falloir prendre en compte. Puis traditionnellement, on utilise le PESTEL. Et puis, de la même façon que pour la première partie, on vous proposera un exemple et un retour d'expérience sur un exemple dans la filière végétale. Séparer les besoins et les techniques pour y répondre, ben ça dérive, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles en fait. Ça s'appelle de l'analyse fonctionnelle, ça existe depuis 20 ans ou 30 ans. Ça change de nom un peu au fil du temps, mais ça part d'un principe très très simple, finalement. Si vous reprenez les usages, vous voyez que le cycle de vie d'un usage, c'est quoi? C'est au départ, je n'ai pas d'usage, je crée un nouvel usage, j'ai un usage existant, et après, j'ai plus d'usage. Pour les technologies, c'est la même chose. Vous n'avez pas de technologie, le cycle de vie d'une techno, je n'ai pas la technologie, je développe une nouvelle technologie, ça devient une technologie existante sur le marché, et ensuite une technologie obsolète. Par analogie à la matrice d'Ansoff, que vous connaissez peut-être, vous voyez bien qu'en fait, le risque est bien plus fort lorsque vous faites un projet de RDI qui concerne un nouvel usage et une nouvelle techno, que lorsque vous travaillez sur des usages existants avec une techno existante. Là, vous êtes sur une offre existante, sur le marché, vous avez juste à aller acheter la solution. Et au niveau intermédiaire, on a les deux croisements usage nouveau de technologie existante, technologie nouvelle, usage existant, qui représentent finalement des risques médiums. Ça peut être souvent utile d'avancer pas par pas pour dérisquer, finalement, pour bien dérisquer les usages d'un côté et puis les technologies de l'autre. Donc, ça amène un certain nombre de réflexions, finalement, sur le phasage pour dérisquer les projets. Et Sylvain va nous en parler un peu plus longuement. Merci Marc. Du coup, on va essayer de mettre le doigt sur 4 points principaux qu'on va vous développer après. Le premier point, c'est la notion de données d'entrée. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Qu'est-ce qu'on a dans les cerveaux de nos collègues, dans les cerveaux des personnes qui sont dans l'écosystème, dans le cerveau des clients, des envies, etc. Et qu'il est important d'intégrer, parce que sinon on se plante, comme on peut le voir là. Faire un yaourt qui ressemble à une crème de beauté, ce n'était pas forcément une bonne idée. Alors maintenant, ça paraît évident à tout le monde parce que ça n'a pas marché. Ou essayer d'orienter des eaux dans des eaux pour la santé. J'ai vu la semaine dernière une campagne où Perrier se lance dans la boisson énergisante. Bon, est-ce qu'ils ont bien analysé les données d'entrée? Donc on va s'intéresser à ça. Elisabeth vous présentera la partie sur le dérisquage de la technologie, qui est aussi une notion d'analyse fonctionnelle pour avoir les bonnes fonctionnalités pour le bon produit. On parlera aussi de ce qu'on appelle le make or buy. Est-ce que je dois faire ou est-ce que je dois faire et notamment qui est extrêmement important dans la filière, et c'est pour ça que c'est important, c'est que souvent l'agriculture, l'agroalimentaire, on est en mode filière, ce qui n'est pas le cas dans toutes les industries. Et puis le dernier point ne sera pas développé aujourd'hui, parce que on pense que c'est un des éléments qui pourrait faire un bon webinaire plus tard. Donc sur cette notion de données d'entrée, cette notion de données d'entrée, elle est souvent négligée parce qu'on ne voit pas chez nos clients souvent, et notamment dans l'agroalimentaire, le bon paradigme. Je pense qu'il y a des constructions historiques et des structures héritées qui font que c'est très souvent biaisé et que la première chose qu'on ne fait pas, c'est sonder son organisation. On n'a pas cette introspection. Ce n'est pas des exercices spirituels, mais c'est de savoir, d'avoir une vue sur un sujet de quelle est la doxa et quelle est la pensée commune dans l'organisation, aussi bien commerciale que scientifique ou autre. Et déjà, rien que mettre illustrer ce qui se passe dans l'entreprise, le débiaiser, ça permet d'avoir une bonne idée d'un produit sur un marché, une technologie sur un marché. On peut, en allant interviewer des leaders d'opinion, ce qu'on appelle KOL, Key Opinion Leaders, aussi avoir une vision complémentaire et ou en rupture sur une technologie, sur un produit, sur un marché. Et ces Key Opinion Leaders peuvent être aussi bien des fournisseurs que des sous-traitants, peuvent être aussi des
des journalistes, des gens qui ont une réflexion, des gens à la retraite, qui ont beaucoup travaillé sur l'industrie et qui observent ça un peu à distance. Voilà, donc c'est un peu redonner une surcouche à ce qu'on voit à l'intérieur de l'entreprise. La métrique qui est très utilisée, notamment par le marketing, c'est tout ce qui va être les notions d'observation des usages, que ce soit en salle, en chambre, lors de focus group, comment les gens réfléchissent avec un produit, avec un nouveau composé organoleptique, sur les faire réfléchir sur des usages, voilà. Donc, tous ces éléments-là sont bien pris par le marketing. Souvent, aujourd'hui, on voit poindre le marketing expérientiel dans la R&D, mais ça reste quand même à la marge, et pourtant, c'est une composante très importante. Et puis, la dernière, qui peut être aussi la première, c'est quelle est la littérature, tout simplement technologique, scientifique, de brevet, mais aussi quelles sont déjà la littérature grise qui est disponible sur des blogs, dans des journaux, et qui peut donner aussi des pistes intéressantes. Agréger ces 4 types de données nous permet de pouvoir construire quels sont les besoins qui sont en vigueur, et puis derrière se dire comment ces besoins vont s'incarner dans une fonction qui va servir à créer un produit. Du coup, il y a une grille qui peut être très intéressante, et Marc en parlait tout à l'heure, c'est la slide d'après, Elisabeth, s'il te plaît. Super, merci beaucoup. Il y a une grille qui est très intéressante qui permet de ventiler un peu tous ces retours qu'on a, aussi bien internes qu'externes, etc., et leur donner un corps. Cette grille, aujourd'hui, elle est un peu galvaudée et c'est impensif, mais elle est remplie par des stagiaires. Voilà. Nous, nos clients, ils font faire des matrices Pestel aux stagiaires, alors que, en fait, c'est extrêmement important d'avoir une vision et d'avoir différentes visions qui permettent de positionner le produit. Les exemples qu'on a sont assez illustratifs. On se souvient qu'avant le Covid, les mousquetaires avaient communiqué de manière relativement forte et assez surprenante sur le fait de refaire leurs recettes de façon à pouvoir être mieux compris par les Nutri-Score et par l'application Yuka, de façon à ce que les consommateurs puissent avoir la bonne information et que les recettes soient bien scorées. Ce que n'a pas fait d'autres acteurs, dont Kraft, et qui ont eu des conséquences potentiellement contributives à des baisses de valeur, notamment de capitalisation boursière, ou des baisses de parts de marché. Toujours dans cette notion de sociétale, le S du Pestel, on voit que la prise en compte du bien-être alimentaire aurait pu très facilement être détectée, du bien-être animal, pourrait très bien plus facilement être détectée aussi bien par introspection dans sa filière que par détection de tendances d'usage dans des blogs dans la presse, met en danger certaines entreprises parce que la mauvaise presse, etc. Sur la partie environnementale et légale, on voit que la non prise en compte par certains acteurs de la pollution au nitrate ou du revirement aussi bien en termes de besoins qu'en termes de législation sur certains intrants, et certains engrais ou insecticides ou autre chose, fait que aujourd'hui aussi bien leur image que leur marque sont mises en péril. Enfin, sur la partie politique qui pourrait paraître un peu éloignée de nos préoccupations actuelles, si. Trump, mais d'autres font hausser, baisser les droits de douane. On voit qu'il y a en Écosse aussi un minimum de prix pour l'alcool. Donc, du coup, ça devient cher et donc les exportations de la filière sur l'Écosse baissent. Et puis, sur la partie technologique, on voit aussi et économique que les impacts sont extrêmement forts et que notamment en termes d'énergie, ne pas avoir compris ça aussi bien par des données externes que internes met en danger. Donc tout ça est illustré, désolé d'être long là-dessus, mais ça me donne un élément important, dans des petites matrices comme on voit en bas à droite, qui permettent d'arbitrer et d'exprimer les positionnements projets. Je laisse la parole du coup à Marc et Elisabeth sur la partie technologique. Merci Sylvain. Oui, donc pour résumer, si on remet tout ça dans un cadre de façon simple, on voit quand même le nerf de la guerre, c'est l'analyse fonctionnelle. Alors qui porte des noms différents, il y a différents systèmes, du QLD, l'analyse de la valeur, mais disons, ce qui est surtout important, c'est de bien séparer les besoins
qui finalement reflète le discours de l'approche market pool. Et puis l'analyse fonctionnelle technique, qui, elle, reflète le discours des interlocuteurs plutôt techno-push. Et donc, le bon schéma, c'est de bien identifier les contraintes externes, de réaliser l'analyse fonctionnelle des besoins et de la formaliser sous la forme d'une liste de fonctions de service. Et ensuite, pour chacune des fonctions de service, on va aller voir quelles sont les options techniques pour les réaliser. Donc, ça va nous permettre finalement d'imaginer, de définir, à partir de la liste des fonctions techniques et des choix techniques qui seront faits, l'architecture fonctionnelle du produit. On va vous présenter maintenant, Elisabeth va vous présenter maintenant un exemple concret d'application de cette approche. Merci Marc. Donc effectivement, on vient de vous présenter la théorie et je vais illustrer ce qu'on vient de vous présenter sur un exemple concret qui est un projet qui a pour objectif de réduire le recours aux produits phytosanitaires sur les cultures végétales. Et sur cet exemple, on va faire cette analyse fonctionnelle des besoins pour aboutir à une expression fonctionnelle des besoins. Donc, on l'applique finalement aux différents acteurs de la chaîne. Donc là, on voit que sur cet exemple-là sont impactés la production agricole, les industries alimentaires et les consommateurs. Et vous voyez que l'on a décliné finalement les besoins sur ces trois acteurs et notamment savoir quand traiter, savoir quel pathogène traiter. Et c'est sur ces besoins-là qu'on va faire plus précisément on va dire l'illustration de ce projet. Alors, si on regarde effectivement cette expression de besoin, ce que Marc vous a expliqué, c'est que finalement, on allait vers une analyse fonctionnelle technique et ensuite pour obtenir l'architecture technique produit. Donc, sur le premier besoin, savoir quand traiter et savoir quel pathogène traiter, on le décline en 5 fonctions techniques. Prélever des échantillons de spores fongiques sur les parcelles, puisqu'en fait, l'objectif, c'est bien d'identifier la maladie précocement pour pouvoir traiter. Donc, d'abord, prélever des échantillons. Ensuite, les analyser pour identifier les pathogènes. L'associer, disposer des prévisions météorologiques, et les associer pour évaluer le risque d'infection. Et enfin, la dernière fonction technique, c'est d'informer le producteur du risque, du pathogène et du délai pour réagir. Donc ça, on a bien séquencé, bien défini tous les besoins. Et maintenant, on va poursuivre l'illustration avec comment, à partir de ces fonctions techniques, on peut dérisquer le projet. Une notion importante, c'est de rappeler qu'en fait, sur ce projet-là spécifiquement, chaque nouvelle espèce cultivée est un nouveau projet puisqu'on aura une espèce cultivée particulière avec des pathogènes associés et que les informations qu'on a accumulées sur une espèce nous intéressent mais ne seront pas forcément applicables à toutes les espèces dont on aura besoin. Ce que l'on fait, c'est que pour chaque fonction de technique, on croise finalement où on en est en termes de maturité technologique et on détermine le risque. Alors, les fonctions techniques, elles étaient au nombre de 5, je vous les ai listées précédemment. On regarde donc la maturité et on voit que sur ce cas précis, je ne parle pas des trois fonctions techniques sur lesquelles la technologie est existante, qui n'ont pas posé de difficultés. Par contre, on en a 2 qui sont importantes. C'est comment finalement on va prélever les échantillons sur les parcelles. Et donc ça, c'est la notion de est-ce que le capteur est adapté, est-ce qu'il est robuste, est-ce qu'il est sensible, est-ce qu'on pourra bien capter les spores du pathogène que l'on cherche à identifier. Et donc là, le niveau TRL est à 5. Et effectivement, en termes de risque, donc je vous rappelle que le risque, c'est le produit de la gravité et de la probabilité d'occurrence de ce risque qui vous donne la criticité. Et on voit que sur ce projet-là, par exemple, sur cette fonction technique, on aura une criticité forte. De la même façon, quand il va falloir évaluer le risque d'infection, il s'agit d'une modélisation qui couple l'identification du pathogène avec les données météorologiques et la connaissance du pathogène et de son mode de développement. Là encore, à chaque nouveau pathogène associé à chaque espèce, on retombe sur un niveau, un niveau de TRL à 5 avec une criticité élevée. Alors, l'objectif, c'est quoi? En fait, c'est que dans l'application de cette méthode, ça permet de nous aider dans le format du projet. Quand la technologie est existante et maîtrisée, souvent on peut le gérer en interne. En revanche, sur des aspects où la criticité est plus importante,
il peut être intéressant de faire appel, de fonctionner en mode collaboratif, voire tout à fait externe. Là, il n'y a pas, je rejoins ce que disait Sylvain tout à l'heure, il n'y a pas de règle absolue. On illustre et c'est simplement de vous donner des pistes pour vous poser, j'allais dire, des bonnes questions. Ensuite, tout à l'heure, on parlait justement de l'approche Pestel qu'on a représentée ici de façon simplifiée, simplement pour illustrer la prise en compte des contraintes dans le cadre d'un projet de RDI. Si je refocalise sur ce projet de réduire le recours aux produits phytosanitaires sur culture végétale, on voit que pour ce qui concerne les contraintes environnementales, par exemple, on va avoir un aspect positif sur le taux d'extinction des espèces et donc sur la biodiversité, sur la préservation de cette biodiversité, alors que sur d'autres aspects, ça devrait être neutre, comme les terres cultivées ou l'application d'azote ou de phosphore en termes d'engrais. D'autres, pour l'instant, on n'a pas forcément l'information. L'idée de cet exemple, c'est vraiment de vous montrer qu'on n'a pas toutes les infos à un instant donné, mais qu'au moins, on pose le cadre. Pareil, sur les contraintes sociétales, il y aura évidemment un aspect important sur la qualité de santé des opérateurs en agriculture. Donc ça, c'est acteurs production agricole, mais aussi sur les consommateurs. Donc là, c'était les acteurs industrie alimentaire et consommateurs avec un aspect positif puisqu'on aura des produits avec moins de résidus. Et puis, les contraintes économiques, on ne les a pas abordées. On voulait vraiment, nous, là, vous présenter la partie risque technique. Et pour chaque filière, les facteurs environnementaux, bien sûr, sont spécifiques. Je vais passer la parole à Marc qui va prendre encore du recul, puisque moi, j'étais très focalisée sur l'illustration, sur la partie prise en compte des contraintes. Voilà, c'est intéressant, effectivement, de remonter à un niveau. Aujourd'hui, si vous voulez, ces contraintes, vous voyez bien que ces contraintes, elles sont différentes lorsqu'on est en agri-agro, lorsqu'on est en électronique, lorsqu'on est dans le domaine de l'automobile et que dans le domaine de la santé. Donc, c'est intéressant de vous proposer, en tout cas, de vous présenter ce que nous, on utilise comme cadre au niveau des contraintes de façon systématique lorsqu'on essaie de bâtir un projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu du concentré d'experts. Aujourd'hui, on voit que les experts au niveau mondial se sont mis d'accord sur un certain nombre d'éléments. C'est qu'il y a 6 facteurs, il y a 6 contraintes environnementales, 6 paramètres environnementaux qui représentent 95% de l'impact de la chaîne alimentaire sur l'environnement. C'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation de l'eau douce, le changement d'usage, l'augmentation des terres cultivées, l'application d'azote, l'application et recyclage de l'azote et du phosphore et le taux d'extinction des espèces. De la même façon, et de façon symétrique, les experts se sont mis d'accord également sur des nécessités d'évolution des régimes alimentaires pour que la planète puisse supporter la production alimentaire pour nourrir 10 milliards d'individus en 2050. Et on voit que dans ces différentes catégories d'aliments, il y a des aliments qu'on consomme pas assez et des aliments ou des nutriments qu'on consomme de trop. Donc ça, c'est quand même assez facile. Par exemple, si je prends les légumes secs, on pourrait en consommer 2 fois. Pour avoir un régime, je dirais, équilibré, il faudrait qu'on en consomme 2,5 fois de plus. En revanche, les boissons sucrées, on pourrait diviser par 25, par 26. Idem pour le sodium, divisé par 2. Donc ça permet d'avoir finalement des indicateurs vous voyez, assez simples à gérer. Alors je vais terminer par les autres au niveau des contraintes sociétales, bien-être animal, bien sûr, qualité de vie au travail, santé des opérateurs et les enjeux de santé publique. Voilà. Et puis au niveau des contraintes économiques, vous reprenez la liste des 9 acteurs de la filière identifiés. Voilà. Et au niveau de ce cadre-là, vous pouvez de façon très très simple, par une approche, on va dire, quantitative relative, vous poser la question pour le projet que vous êtes en train de développer, de savoir s'il améliore, s'il dégrade ou s'il est sans impact ou si je ne sais pas, pour chacun de ces paramètres. C'est l'exemple qu'on vous a présenté avant. Et ça permet de gagner beaucoup de temps, de ne pas trop se poser de questions au niveau du contenu du Pestel. Vous pouvez en mettre plus, d'accord ? Mais si vous faites déjà ça, vous êtes au meilleur niveau de ce qu'attendent et je dirais, du focus et du consensus des experts au niveau mondial. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous le présente. On ne peut que vous inciter je dirais, à le prendre en compte et à essayer de l'intégrer dans vos projets de développement. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué.
Dernier chapitre, où je repasse la parole à Sylvain, qui concerne les valeurs. Ouais, merci Marc. C'est vraiment intéressant l'exemple que tu prends, enfin vous prenez avec Elisabeth, parce que ça montre bien l'intégration de différentes données et puis cette notion de prendre des choses qui viennent des publications de plus haut niveau et puis après d'essayer de rabouter différentes. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien illustré, merci. De toute façon, on va sur la partie valeur, en fait, on va se passer un peu la main. Je vais essayer de poser les choses. Voilà, et puis Marc après reviendra sur la valeur perçue en fonction des différents stades du projet, reviendra sur la filière, et puis j'essaierai de prendre aussi un exemple et de montrer quelques recommandations autour de ça. Alors, ces notions de valeur, la valeur derrière, c'est pas que financier, mais les outils qu'on utilise sont des outils de la finance, de la gestion. La première valeur qu'on constate, c'est la valeur des actifs de l'entreprise ou du couple entreprise académique. C'est une valeur qui est bilancielle, hein, c'est immobilisé, c'est au bilan, c'est quelque chose que l'entreprise possède. C'est ce qu'on appelle du CAPEX, on utilise du CAPEX pour financer ça. Souvenez-vous que dans une entreprise, la recherche et développement passe par perte et profit. C'est financé éventuellement par du crédit impôt recherche, éventuellement par des aides et subventions, mais le coût il passe par perte et profit. Donc on valorise des actifs qui soient brevets, qui soient connaissances, qui soient capacités à résoudre des problèmes, etc. Quand ils s'intègrent, on a une valeur qui coûte. C'est les OPEX. On est en train de travailler entre le marketing pour mettre sur le marché, la technologie pour créer les fonctionnalités qui vont répondre aux bons besoins. Et là, on est en train on espère un retour sur investissement à cette valeur. Que ce soit un investissement financier, que ce soit un retour sur investissement parce qu'on est plus économe en quelque chose, parce qu'on consomme moins d'énergie électrique, moins d'eau, parce qu'on a un effort sur la salubrité du jambon qui n'a pas de nitrate ou de la charcuterie qui n'a pas de nitrate. Et ça, c'est des OPEX. On espère gagner de l'argent après et on génère de la valeur si ça marche sur le marché. Si l'utilisateur trouve un bénéfice parce que le produit soit meilleur, soit lui apporte satisfaction, résolve son souci, etc. Donc on voit bien trois types de valeurs. Une valeur qui est l'actif de l'entreprise, une valeur qui a un coût puisqu'il s'agit d'intégrer et on espère un gain ou quel qu'il soit, et à la fin on constate un gain. Du coup, tous ces éléments-là, ils n'ont pas la même vision suivant l'endroit où on est sur le marché. Et Marc, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter cette perception. Oui, on constate, merci Sylvain, on constate, nous, dans notre pratique, qu'en fonction des contrats de RDI, des projets de RDI sur lesquels on est sollicité, les priorités, les curseurs, finalement, de cette valeur, des différentes composantes de cette valeur, se positionnent pas du tout de la même façon en fonction des projets de RDI. Et donc, pour reprendre les trois éléments fondamentaux de ces projets de RDI, c'est qui va être le leader? Est-ce qu'on est plutôt dans une approche market pool avec un leader plutôt marketing, plutôt commercial, ou est-ce qu'on est plutôt dans une approche techno-push avec un leader plutôt technicien scientifique, recherche, et puis quel est le TRL de fin, quelle est la portée en fonction du TRL de début et de fin, et on constate que, on va dire, lorsqu'on est plutôt dans des approches techno-push avec des TRL de fin plutôt bas, d'accord, donc toute notre partie concept finalement, toute la partie concept, on est plus avec des projets de résultats de vision à long terme, donc avec des TRL cibles plus bas, avec une forte prise en compte des contraintes environnementales et sociétales, et avec une prise en compte beaucoup plus faible du volet économique, parce que finalement la perspective économique, elle est un peu plus loin. Donc on est vraiment sur de la vision, sur de l'anticipation et sur du pari raisonné, je dirais. Alors que de l'autre côté, lorsqu'on est sur des projets plutôt en approche market pool, avec des TRL plus hauts, donc 7, 8, à ce moment-là, on est
plus dans l'attente de résultats court terme, hein, donc TRL ciblé plus haut. Les contraintes environnementales et sociétales, on essaye de les prendre en compte autant que possible, mais ce n'est pas forcément une priorité absolue, alors que le volet économique est une priorité absolue. Hein, on est vraiment sur des projets qui doivent amener des produits qui vont permettre de générer du chiffre d'affaires à court terme. Voilà. Et donc on voit bien que finalement, ce sont les mêmes décideurs, mais en fonction du type de projet, les curseurs ne se ciblent pas du tout de la même façon. Et ça peut s'illustrer par un certain nombre d'outils financiers, hein, que Sylvain va vous présenter. Merci Marc. Je peux en présenter 50. Hein. Sinon, on risquerait de troubler le repas futur des participants. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une génération de valeur, un retour sur investissement qui soit matérialisé par la création d'argent ou qui soit matérialisé par une division par 2 d'une consommation quelconque. Ce qui est important de dire et ce qui est universel, c'est qu'un projet qui est porté par la recherche et le développement, au départ, selon eux, ne génère pas de valeur. Le chercheur travaille de manière classique sur créer de la science. Et du coup, pour lui, c'est une création de science comme une autre, même s'il a peut-être une idée de marché, mais lui, voilà, c'est l'art pour l'art. À l'inverse, le marketing, alors eux, dès qu'ils ont un projet, c'est un truc, c'est stratosphérique, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. En vrai, à la fin, les deux, s'ils sont bien menés, vont pouvoir arriver dans la recherche de génération de valeur correcte que l'entreprise va chercher. C'est sûr que plus on est loin du terme, comme le disait Marc, moins on voit la génération de valeur, plus on est prêt, plus il faut que ça rentre dans la doctrine qui est demandée par l'entreprise. En tous les cas, il y a un continuum à suivre et il y a plusieurs recommandations qu'on peut faire autour de ça. Merci. La première, c'est faire attention aux projets qui sont en dérive. On voit souvent chez nos clients, et on est souvent appelé à faire un peu je dirais, c'est pas du cost killing, mais à essayer de trouver quels sont les projets qui sont en train de dériver fortement et qui consomment du budget qui pourraient être consommés par des projets qui, eux, vont réussir. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle les coûts irrécupérables et surtout pas se dire que on a déjà investi 2 millions, on peut pas laisser ce projet s'arrêter. Non, c'est pas vrai. Si on investit trop et qu'on voit pas où ça va, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on aura peut-être un autre projet et qu'il faut capitaliser sur ce qu'on a déjà trouvé sur ce projet. Peut-être le relancer plus tard, mais arrêtons pour l'instant parce que c'est pas sain, il n'y a pas de valeur qui sera générée à la fin. Bien valider aussi l'équation entre la stratégie et l'opérationnel. C'est-à-dire, c'est définir les objectifs qu'on donne au projet. Et c'est pas uniquement avoir une valeur, une valeur actuelle nette en termes euros, c'est aussi d'avoir un nombre d'objectifs auxquels doit répondre, qui sont sur la partie stratégique de l'entreprise. Je réponds à la stratégie, je m'assure que mes projets répondent à la stratégie de l'entreprise, mais derrière opérationnel, on sait comment on va les mettre en place. Et tout ça doit être différents stades du projet vérifiés dans ce qu'on appelle des stage gates ou des scorecards qui permettent de mesurer les atteintes d'objectifs. Et puis, justement, en termes de scorecard, avoir quand même une intelligence dans le pilotage du projet. Quel projet on mène? Est-ce que on crée un actif, on crée un savoir-faire? Est-ce qu'on crée une solution qui pourra être mise clé en main au client type market pool, ou est-ce qu'on est en train d'intégrer en mode need seeker et du coup les parties prenantes autour du projet ne seront pas les mêmes. Du coup, je laisse la parole à Marc pour synthétiser ces éléments-là, et notamment en termes de filière. Voilà, oui, sur la valeur, la valeur et le partage de la valeur, on voit bien que sur les projets, bien souvent, plusieurs acteurs de la filière sont concernés, et on voit bien que les améliorations à chacune des étapes où les projets de RDI en fait vont générer de la valeur, peuvent effectivement générer de la valeur, mais la question c'est qui porte et comment se répartit l'investissement sur les différents acteurs impliqués ou impactés, et puis je dirais quel partage, comment on partage la valeur. Et on voit que dans la filière agri-agro, c'est un sujet qui est compliqué, très très compliqué, hein, compte tenu de
du grand nombre d'acteurs en amont au niveau de l'agriculture et du petit nombre d'acteurs au niveau de la distribution, donc du rapport de force, finalement, entre les acteurs. On a un entonnoir très grand à la production et très petit à l'arrivée. Et on voit que même avec des dispositifs législatifs comme Egalim, des observatoires des prix, la discussion et la concertation entre les acteurs reste un exercice excessivement difficile. Donc, lorsque ce volet peut être abordé dans le champ ou en périphérie du champ de RDI entre les acteurs, lorsqu'ils sont dans des phases de collaboration, plutôt que dans des phases de négociation de prix, c'est peut-être aussi une voie pour améliorer ce partage d'investissement et ce partage de valeur. C'est pour ça que nous, la recommandation qu'on fait, c'est dès l'instant où un projet impacte plusieurs acteurs de la filière, il peut être intéressant de communiquer plus largement sur la filière, parce que finalement, bien souvent, je dirais, si les promoteurs de l'action n'ont pas communiqué auprès de gens qui pouvaient y perdre, ou voire, moi j'ai des exemples en tête, où en fait des projets ont été bloqués, tout simplement parce qu'en fait, les porteurs du projet avaient oublié de mettre dans la boucle une structure, et une structure qui ensuite a posé plein de problèmes, alors qu'en fait, elle n'était pas impactée directement par le projet, mais par son retentissement, par sa capacité de nuisance, en fait, elle a fait capoter le projet, quoi. Donc c'est un sujet où l'apport des sciences sociales pourrait être très utile. Je vais repasser à Sylvain le mot de la fin. Merci Marc. Si nous n'avons pas perdu Sylvain parce qu'on ne le voit plus. Ouais, je ne sais pas. Pourtant la diode est allumée, donc je ne sais pas. Mais on t'entend toujours, tu peux y aller. Bon, bah, tant mieux. Eh bien, allons-y alors. Pour synthétiser, et Elisabeth et Marc, vous complétez évidemment, on avait identifié une dizaine de points à mettre sur la table. La première chose, c'est pour faire suite à ce que disait Marc à l'instant, c'est qui sont les acteurs qui sont impactés par le projet au sein de la filière, mais pas que. On voit de plus en plus que nos clients, et c'est une bonne chose, ne s'arrêtent pas aux parties prenantes, ni actionnaires, ni clientes, ni internes, mais vont aussi chercher des parties prenantes aux projets qui sont passives à l'extérieur de l'entreprise, en termes d'usagers, en termes de voisins, en termes d'associations, en termes, voilà. Donc ça, c'est vraiment important pour justement générer les bonnes données d'entrée, prendre en compte cet élément. Le faire faire ou le faire faire en fonction de l'analyse de risque, qu'il soit technologique ou commercial, de commercialisation, pardon, c'est un élément qui est évidemment crucial, notamment dans le cadre, comme le disait Marc encore à l'instant, de filières où tout ça est intriqué et est-ce qu'on porte tout seul, est-ce qu'on fait porter ou est-ce qu'on fait entrer des parties qui vont pouvoir diluer le risque, c'est extrêmement intéressant. Notamment fondamental, comme on le voyait sur l'exemple de Panzani. Panzani a su créer un GIE. Il y a plein d'autres filières qui ont fait ce mouvement, qui permettent de générer de l'assurance de la technologie et de maximiser cette création. Ensuite, et je vais le dire deux fois, c'est qui doit porter le projet. Marc le présentait grâce à la matrice d'Ansoff, et on le voit décliner aussi dans la chaîne de valeur. Quand on est en train de repositionner une technologie sur un marché, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait un colloque singulier entre la science et entre la science et le marketing? Je suis pas sûr. Si c'est un nouveau marché, il faut que ce soit le marketing qui dirige parce que la technologie, on la maîtrise. Donc, si le marché est nouveau, il faut que ce soit le marketing qui prenne le lead. Si c'est un marché qu'on connaît très bien et pour lequel on pousse une technologie, il est important que ce soit l'ingénieur ou le technicien qui prenne en charge, évidemment accompagné par la partie qui ne lead pas, évidemment. Et quand on est sur des projets de cosmétiques, où il s'agit de changer un peu ses gammes, de passer d'un segment à un autre, d'introduire un ingrédient pour correspondre à un besoin d'une population qu'on n'adressait pas jusqu'à l'heure actuelle par le produit, évidemment, le marketing va être sollicité, mais la poids de la finance et du contrôle de gestion pour maîtriser les coûts
va être très importante aussi. Et enfin, quand on est dans des quadrants où c'est un nouveau produit sur un nouveau marché, il est hyper important d'avoir une approche extrêmement entrepreneuriale. Enfin, pour le premier sur le cadre du projet, le pilotage singulier du projet est extrêmement intéressant. Évidemment, quand on a des projets incrémentaux de qualité, de réglementaire, de market access, de changement d'ingrédients pour des raisons diverses et variées, bon, c'est des projets qui peuvent être pilotés très stricts et très ordonnés. En revanche, pour tous les projets de repositionnement ou pour les projets de diversification, il faut vraiment avoir un pilotage projet qui soit calqué sur ce qu'est le projet et non pas sur un process immuable dans l'entreprise. Donc vraiment avoir quelque chose d'intelligent, avoir un comité d'innovation qui travaille plutôt de manière entrepreneuriale avec ses projets. Du coup, faire attention en termes de risque aux contraintes, notamment en termes d'analyse fonctionnelle et aux biais. Et je pense qu'on a suffisamment parlé de ça, aux biais cognitifs. Sinon, on va avoir à la fois les mauvaises données d'entrée, donc les mauvaises données de sortie, et du coup, en termes de risque, on ne sera pas correct. Et la matrice que montrait Elisabeth est intéressante à adapter dans vos environnements pour pouvoir correctement évaluer en termes de criticité les risques. Quand on a fait ça, quel est le bon porteur de projet et lui laisser la main. C'est-à-dire qu'un projet de repositionnement, soit technologique ou marché, un projet de diversification, se fait avec un porteur de projet qui est autonome sur qui est contrôlé par un comité d'innovation ou autre chose, mais qui est autonome, qui a une mission, et donc comme on ferait avec une partie prenante externe qui porte un projet. Et puis évidemment, on tue les projets qui ne marchent pas ou qui n'arrivent pas à atteindre des objectifs qui leur sont confiés. Sur la dernière partie valeur, bien faire attention au segment sur lequel on va aller proposer de l'innovation. Les tendances d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. On a vu tout à l'heure, on parlait de Yuka. Aujourd'hui, on voit que Yuka est une application qui est moins utilisée qu'elle l'a été. On voit qu'on peut avoir des trends sur, par exemple, le sans gluten qui ne sont pas aussi importants. On avait vu que certaines innovations ou certaines introductions de produits type cupcake ou ce genre de choses n'avaient pas forcément trouvé leur place sur le marché. Ah, me revoici. Ministère de la technologie. Donc du coup, essayons d'avoir cette notion de segmenter, regarder qui va être le nouvel entrant, peut-être s'inspirer aussi de ce qui marche énormément dans tout le monde des spiritueux, où c'est leur manière de faire que d'identifier quels sont les nouveaux entrants qui rencontrent le succès sur des segments nouveaux ou sur des usages nouveaux, et puis ou de copier ou de racheter. Par exemple, les grandes entreprises type Pernod Ricard, les Diageo, etc., scrutent très finement quelle marque de produits très typés sur un segment, sur une population, sur un usage, pour ou sortir le même, ou le racheter, et puis grâce à leur réseau de distribution, pouvoir rapidement créer de la marge, et si ça ne marche pas, à moindre coût, avoir essayé de se positionner sur un nouveau secteur. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être que Elisabeth et Marc ont des éléments à rajouter. Non, pour moi, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que ta conclusion ouvre sur d'autres perspectives qui sont effectivement la gestion de portefeuille de projet, plutôt aval, plutôt amont, tout ça se rejoint effectivement la portée des projets. Faut-il investir ou laisser les autres investir? On voit que dans les différents domaines, il y a des stratégies génériques un peu propres à certaines filières. Je pense par exemple à la santé, effectivement sur beaucoup de rachats de start-up, ainsi de suite. Ouais. Donc c'est un autre sujet. C'est un peu au-delà de ce que nous voulions présenter de façon plus simple et pragmatique aujourd'hui. Merci Marc. Il y avait juste beaucoup de messages à faire passer. J'espère que là déjà, on en a fait passer un certain nombre. Je vais laisser la parole à Delphine. Merci Elisabeth, Marc et Sylvain pour cette présentation fort intéressante. Nous allons passer à la partie questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. J'ai une première question qui vient d'arriver.
Je vais donc vous la lire. Vous avez illustré l'analyse fonctionnelle technique. Y a-t-il des référents pour mieux comprendre comment l'utiliser? Qui souhaite répondre à cette question? Peut-être Marc ou Elisabeth? Oui, je vais répondre. Oui, il y a des documents que vous pouvez trouver facilement. Vous tapez analyse fonctionnelle sur Internet, vous allez trouver soit des PDF de cours, mais après, les vrais documents de référence, en fait, sont des normes AFNOR, des normes expérimentales, et vous pouvez reporter à la norme NFX 50-100. Il y a plusieurs normes dans cette série. Ça ne vaut pas très cher, ça vaut 80 balles à l'AFNOR, et ça permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et ce ne sont pas des méthodes récentes, hein, ce sont des méthodes qui sont nées il y a 20-30 ans. Quoi, hein. Et qui sont complètement applicables et adaptables au contexte et aux pratiques actuelles. Merci Marc. J'ai une autre question qui vient d'arriver. L'exemple du dérisquage technologique porte sur un projet, production agricole végétale. Comment l'appliquer à la mise au point ou à la formulation de produits dans l'agroalimentaire, par exemple? Peut-être qu'Elisabeth peut répondre à cette question puisque c'est vous qui avez illustré avec l'exemple tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, de même qu'on a défini quels sont les besoins attendus dans le domaine de la production agricole, on peut le faire sur un cas dans l'agroalimentaire. Si on prend, je sais pas, un produit alimentaire type un plat cuisiné en conserve, on va se poser les mêmes questions, c'est-à-dire, c'est un produit qui se conserve à température ambiante, il faut bien sûr qu'il soit sain d'un point de vue microbiologique. Il faut aussi qu'il réponde à un certain nombre de questions sur la partie nutrition. Et puis, il y a des enjeux sociétaux, donc on va se poser la question aussi et environnementaux, donc de la consommation d'énergie, de la consommation d'eau. Enfin, on va faire pareil, l'analyse des besoins de la même façon. Et puis ensuite, on va se dire quelle technologie on peut mettre en face pour répondre à ces besoins-là. Donc, en fait, c'est une méthode, mais elle est déclinable sur tout un tas d'applications possibles. Et si on est sur de la mise au point de produits, on va dire de recettes, si on reprend l'exemple qu'avait pris Sylvain sur Agro-Mousquetaire, effectivement, ils ont revu l'ensemble de leurs recettes et ils ont intégré cet enjeu sociétal de profil nutritionnel, on va dire, plus sans doute des enjeux de clean label avec la réduction d'additifs, etc., etc. Donc, ils ont fait ce travail-là. J'en profite juste pour dire qu'ils interviennent la semaine prochaine avec nous sur un webinaire à l'ANIA, justement sur ces questions d'innovation et comment prendre en compte ces enjeux-là. Merci beaucoup Elisabeth. J'ai une question pour vous. Peut-être, alors, pourriez-vous préciser l'importance du ROI dans vos approches? Elle me semble sous-estimée. Qui souhaite répondre à cette question? Peut-être Sylvain ou Marc? Alors, je dirais, moi, je vais répondre pour ce qu'on connaît le mieux. Hein. Faut quand même, je dirais, nous, on est plutôt, vous voyez, sur des projets on est plutôt sur la partie R&D, hein, avec des. Donc, quand on est sur la partie R&D, c'est vrai que le ROI dans les projets qu'on mène avec les entreprises, le ROI importe peu. Sur les TRL bas, le ROI importe peu parce qu'en fait, l'enjeu, c'est bien de développer des technologies et en général des technologies propres, propriétaires, de façon à construire un avantage concurrentiel. Donc, certainement que les entreprises et les entrepreneurs font un petit calcul de ROI dans la tête, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'ils partagent avec nous. C'est pas directement, vous voyez, c'est pas directement, ça n'a pas d'impact direct dans le projet. Et d'ailleurs, on a rarement des discussions là-dessus. Par contre, et là, je pense que Sylvain pourra confirmer, lorsqu'on est plutôt du côté des centres techniques, pour nous, mais plutôt sur l'aval avec une prédominance marketing, là, tous les coûts et les coûts de vos projets sont détaillés et étudiés tâche par tâche. Ce n'est pas le cas dans les TRL. Vous voyez, donc moi, je ne peux que redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on est plutôt dans des TRL bas, les entreprises veulent créer des actifs propriétaires. Le coût, il importe pour elles, mais c'est plutôt le coût qu'elles vont investir dans la recherche. Et donc, elles décident du niveau d'investissement dans leur recherche, alors que le ROI, lorsqu'on est plutôt sur les TRL aval, là, on a vraiment la prévision de vente, machin, et la valeur actualisée nette et compagnie, j'imagine. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Sylvain?
Oui, tout à fait. Comme le disait très bien Marc, plus on est en amont, plus on est flou. Et donc, prendre en compte uniquement le ROI dans le pilotage, ce serait une erreur parce que au début, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et puis, dès qu'on est sur des TRL intermédiaires, quand on commence à avoir une preuve de concept, quand on commence à montrer ça aux clients, sauf dans de très grandes entreprises qui ont la donnée qui permettent d'assez finement pouvoir faire des prévisions de vente. Voilà, dans une structure normale, typiquement une ETI ou une business unit d'un grand groupe qui serait un peu solitaire, ils n'auront pas suffisamment de données pour avoir une prédiction qui sera suffisamment fine. Donc le ROI, il est un peu bancal, quoi. Il n'y a que très près du marché que n'importe quelle entreprise peut avoir un ROI. Ce qu'il faut, c'est que l'objectif du ROI soit pris en compte. Merci. Je me mets en bord de bataille pour créer un retour sur investissement. Ce type de projet appelle tel retour sur investissement. Donc, on va plutôt avoir des calculs aussi en valeur actuelle nette ou en taux de retour sur investissement, qui sont des calculs où on actualise et qui permettent d'avoir des choses un peu plus fiables. Mais le ROI financier, voilà, il faut l'avoir en tête, il faut le mettre sur la table, mais ce ne sera jamais bon. C'est un peu comme quand on regarde un business plan de start-up. Hein, souvent, ils annoncent des ROI faramineux, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Merci Sylvain. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Vous avez parlé de risque, de valeur, de format d'un projet. Comment pouvez-vous transposer ces composantes dans le cadre d'un portefeuille de projet? C'est peut-être une question pour Sylvain, ça. Alors, on a dit qu'on fera un deuxième webinaire éventuellement là-dessus, comme disait Marc tout à l'heure. Mais oui, on ne réfléchit pas de la même manière. C'est-à-dire que portefeuille de projet, ça veut dire que la somme de mes projets doit atteindre un objectif qui est donné par le COMEX de l'entreprise, l'actionnaire, les parties prenantes. Donc, du coup, on doit avoir des projets à long terme qui vont générer plutôt des actifs qui vont eux-mêmes s'intégrer pour aller vers le marché, qui vont être utilisés pour répondre à un besoin marché. Donc, il faut qu'on ait déjà un portefeuille qui soit diversifié. Donc là, ça veut dire qu'on rentre dans la logique de gestion de portefeuille. Et quand on parle de gestion de portefeuille, bien souvent, on est en termes de rentabilité et risque. Et là-dessus, ce sont des outils financiers qu'on va détourner pour pouvoir constituer des portefeuilles au cas par cas en fonction de nos clients, de façon à ce qu'ils puissent atteindre leurs objectifs à court, moyen, long terme, dans une logique d'extrait. Merci beaucoup Sylvain. Nous arrivons au terme de ce webinaire et nous n'avons plus de questions qui sont arrivées dans le chat. Ce que je vous propose, c'est bien évidemment, si vous voulez continuer la conversation avec nos experts, vous avez une adresse email qui s'affiche, finance-innovation@eming.com, ou vous pouvez contacter Léa Duclos, agrifood-transition.fr. Elle est responsable marketing et commercial à l'Institut Carnot. Je remercie bien évidemment l'ensemble de nos intervenants du jour, Elisabeth, Marc, Sylvain. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.